Oui, alors, bonjour, mon nom est Dominique Frigon et vous connaissez Peter qui va faire la deuxième partie de cette présentation. Alors, juste pour vous introduire, vous réintroduire le projet, pas le projet, mais l'analyse comme telle. Peter, si tu peux avancer et suivre peut-être avant, je vais un petit peu trop vite. Je vais vous dire que c'est un projet qui rassemble 14 co-chercheurs de plusieurs institutions. Vous les avez, je ne les nommerai pas tous, vous les avez ici, et plus d'une cinquantaine de collaborateurs dans nos laboratoires. Alors, c'est une grosse équipe qui a travaillé très fort à différents niveaux et on va vous présenter aujourd'hui ce qui en découle. On avance. Alors, l'analyse dont on va parler aujourd'hui, c'est l'analyse de l'ARN du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Le but de faire ça, c'est de suivre une population. Alors, Peter, si tu peux suivre, tu as déjà vu souvent, les tests normaux qu'on fait pour la COVID, c'est de prendre des échantillons individuels et on extrait l'ARN et on teste par qPCR, un mot maintenant qui est pas mal connu dans chacune des maisons québécoises, par qPCR, la présence du virus chez les individus. On peut faire des choses similaires dans les eaux usées. On peut prendre des échantillons soit en fin de réseau, les reconcentrer, extraire l'ARN et déterminer la concentration du virus. On peut aussi monter dans le réseau et quantifier au niveau soit d'un quartier ou d'une institution. Et on va vous montrer ces différentes échelles-là. On a fait du travail aux différentes échelles à travers le projet. Comme la matrice des eaux usées est beaucoup plus complexe que les échantillons qu'on peut ramasser dans le nez de différents individus, on travaille aussi avec des virus de contrôle interne et externe, c'est-à-dire que soit qui sont déjà présents dans nos échantillons de manière continue ou qu'on rajoute pour avoir une bonne détermination. Alors, ce qu'on va vous montrer, on va faire un survol du projet, ce qu'on a fait autour de ça, qui contient éventuellement la comparaison des méthodes, ce qu'on a fait au niveau des grandes villes et des institutions qui ont vraiment aidé à la gestion de la pandémie. On a des bons exemples ici. Couverture du territoire. On a fait des essais, comme on dit, à différentes échelles. On a appris des choses. Et on a fait des travaux au niveau de la visualisation et de la modélisation, détection de variants. C'est notre plan pour les 15 prochaines minutes. Le projet couvrait les 5 régions qu'on voit en rouge. Alors, le Bas-Saint-Laurent, la région de Québec dans la capitale nationale, la Mauricie, centre du Québec, et Montréal et Laval. Alors, ces régions regroupent 47 de la population. C'est un peu moins qu'on couvrait, mais évidemment, comme on couvrait les grandes villes, on n'est pas trop loin de ce pourcentage-là. Si on continue, on s'est rendu compte en parlant avec les gens de la santé publique que le nœud du problème était beaucoup au niveau des échelles d'échantillonnage, parce que les différentes échelles permettent de dire différentes choses au niveau de l'évolution de la pandémie et permettent aussi différentes réactions, différentes réactivités. Obtenir une donnée doit toujours, selon le concept de la santé publique, nous permettre une certaine action. Et c'était d'explorer ces différents niveaux-là. Alors, on va vous montrer des choses au niveau des institutions où la capacité d'action est très précise. Alors, on détecte et on va directement dans l'institution pour soit faire des tests ou éventuellement faire de la vaccination. Les grandes villes, on peut voir l'évolution de la pandémie et les sous-quartiers, et les petites municipalités, voir où se trouvent sur le territoire. Là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a trouvé à ces différents niveaux-là. Si on continue. Alors, pour être capable de passer à ces différentes échelles-là, on a aussi regardé différentes manières d'échantillonner. Le meilleur, c'est d'utiliser des auto-échantillonneurs. On ramasse à tous les 10 ou 15 minutes un petit échantillon qu'on combine sur 24 heures.
Mais dans une ville, par exemple, ou dans une institution, ce n'est pas nécessairement toujours possible de le faire, d'utiliser ces auto-échantillonneurs-là. Alors, on a aussi regardé les échantillonneurs instantanés et des échantillonneurs passifs, les torpilles, qui sont facilement insérables dans les conduites de différents niveaux. Et on peut mettre différentes matières absorbantes pour récupérer du matériel sur 24 heures ou même quelques jours et tester après ça la présence du virus. Alors, on les a comparés durant l'étude et c'est la prochaine slide. Vous avez dans les deux cas, dans ces deux graphiques-là, ce qu'on a ramassé dans les auto-échantillonneurs, la relation entre le SRAS et le PMMV, qui est le virus contrôle interne. Et on voit qu'avec les échantillonneurs instantanés à gauche, essentiellement, on a la même corrélation. Si on regarde à droite, ce qui se ramasse sur les membranes absorbantes dans les torpilles, on a aussi cette corrélation-là. Il y a beaucoup plus de bruit et ce n'est pas aussi précis, mais on a quand même cette idée que les matières absorbantes nous donnent une idée relativement semi-quantitative. Ce qui est élevé, on devrait le voir élevé. Ce qui est beaucoup plus bas, on devrait le voir beaucoup plus bas aussi. Alors, la première échelle que je voudrais introduire, c'est au niveau de l'échelle d'une institution. Deux exemples ici. À Montréal, on suivait une institution carcérale, environ 1300 personnes, libido relativement élevé comparativement à ce qu'on va voir à Québec, la slide d'après. Et on a comparé avec ça, vu que le libido était plus élevé, c'est là qu'on a pu comparer entre autres les auto-échantillonneurs et les échantillonneurs passifs, et comme on a vu la slide d'avant, la bonne concordance entre les deux. Et on voit qu'est-ce que ça a de l'air ici. Sur les quelques mois d'études. En début d'études, on avait la fin d'une éclosion. Alors, il y a beaucoup de virus quand même, ou de matière virale, qui même après le contrôle d'une éclosion, est quand même rejetée. Mais on voit après ça deux nouvelles éclosions de courte durée, mais quand même, ça montre comment le système ou la capacité de détecter est très sensible. Alors, au 11 avril, on voit un pic assez élevé et aussi dans l'intervalle entre la fin avril et le début mai. Et dans ces cas-là, on parlait surtout de une ou deux personnes qui étaient sur place, des employés, qui, lorsqu'ils ont été retirés, le signal est tombé essentiellement immédiatement. Et au niveau de la région de Québec, on suivait plusieurs institutions, 3 CHSLD et 3 refuges avec différentes populations vulnérables, avec les torpilles essentiellement, échantillonnage quotidien. Alors, en principe, comme on voyait dans la slide d'avant, le signal est négatif et l'idée était de détecter un signal positif, c'est-à-dire l'arrivée du virus sur place, pour avoir une réaction immédiate, c'est-à-dire aller vers le dépistage clinique avec des tests rapides dans ce cas-là. Alors, on a eu sur tous ces endroits-là, en 3 mois, on a eu 3 détections. 2 avec dans un des refuges pour itinérants, et 1 dans un CHSLD, où on s'est rendu compte par après, sans que les autorités du CHSLD nous l'aient dit, mais qu'ils avaient décidé d'utiliser un des planchers comme zone chaude. Alors, c'était la fin de notre étude, mais ça a bien démontré qu'aussitôt qu'on fait arriver des gens qui ont la COVID dans une institution, qu'on les détecte immédiatement. Il n'y a pas eu de faux positif, faux négatif. Ça a bien fonctionné, en fait, si on fait le lien avec les dépistages et le suivi clinique plus large. Alors, quand il y a eu
la détection au niveau des itinérants. Tout de suite, il y a eu des réactions au niveau du dépistage clinique, mais avec cette population-là, on s'est rendu compte que c'était aussi difficile parfois d'avoir les gens qui acceptent de se faire tester. Alors, avec les données des eaux usées, la santé publique a décidé de demander une autorisation spéciale pour vacciner tous les usagers de ce centre-là. Alors, ça a été un succès assez grand, mais on voit comment les eaux usées ont changé la vision des gens de la santé publique, mais aussi des milieux partenaires, parce que ce milieu-là, entre autres, n'avait pas vu de circulation dans le passé, durant la dernière année. Mais là, de voir que oui, ils étaient quand même capables de suivre leurs usagers, c'était grandement apprécié là, et ça rassurait beaucoup les milieux. Alors, je passe à Peter pour le reste de la présentation. Bon, merci Dominique. Je vais d'abord remercier Dominique pour d'avoir été un compagnon dans la route difficile au début, trouver de l'argent, puis enfin être capable de coordonner un projet avec 14 chercheurs, puis 50 collaborateurs. C'est gros comme projet, c'est très rapide, puis j'aime mentionner que la collaboration était exemplaire. Je veux dire que la façon qu'on échange les données, ce n'est pas des chercheurs qui sont en compétition avec l'un l'autre. Tout le monde fait ses efforts puis apporte ses expertises. Je pense que c'est un exemple de comment la recherche scientifique devrait se faire. Donc, je vais continuer avec un peu de données, de résultats. Là, pour les grandes villes, on va parler de Québec, Montréal et Laval. Puis, vous voyez les points d'échantillonnage qu'on a de différents points. Donc, à Québec, à gauche, on a 9 points, 2 stations d'épuration et 7 points dans le réseau d'égouts. À la ville de Montréal, on a 2 points à l'entrée de la station d'épuration nord et sud, et puis plusieurs points, dont par exemple le système carcéral qu'on a parlé. Puis à Laval, on a 3 stations d'épuration et 2 autres points qui sont importants. Et on a pris des échantillons. Si je clique, va faire. Oui. Je pense que pas mal parmi vous connaissent ce qui s'est passé à Québec. La 3e vague, on parle de la vague qui a commencé fin mars de cette année. Puis vous avez peut-être aussi entendu parler du fait qu'on était quand même en avance. Donc, on avait des concentrations de virus qui étaient très basses au début de mars, parce qu'on était vraiment à la fin de la 2e vague. Puis ça a commencé à monter au début, à mi-mars. Le 14 mars, ça commence à monter. Puis c'est seulement après qu'on a vu que les cas commençaient à monter. Donc, la décision qui a été prise à Québec sur le fait qu'il faut retourner en zone rouge et même rouge foncé, ça a été quand même aidé beaucoup avec les informations qu'on a reçues des eaux usées. À la fin, vous voyez aussi que le nombre de cas diminue. Maintenant, on est vraiment à des niveaux très bas. Et vous voyez que les concentrations de virus dans l'eau usée, ça descend aussi. C'est bruteux, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent. C'est clair aussi que les gens émettent encore des virus et c'est beaucoup plus difficile à vraiment expliquer ce qui se passe après une vague qu'au début d'une vague. C'est beaucoup plus clair de détecter le démarrage d'une vague que la fin d'une vague. Ce qui est bon, je pense, parce qu'un démarrage de vague, c'est là qu'on va mettre tout ce qu'il faut pour protéger la population. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a eu ici comme interaction avec le CIUS Capital National. Ça a été très positif, je dois dire. On a eu des champions dans l'équipe qui voudraient savoir ce que l'OISE peut leur apporter. C'était toujours une information complémentaire à ce qu'ils avaient à l'interne, sur des cas et d'autres informations qu'ils avaient. Puis, donc, le 31 mars, c'est vraiment la date où le gouvernement a décidé d'aller en rouge foncé, on a immédiatement entendu que les données d'OISE ont joué un rôle clé dans la décision du gouvernement et que notre projet, qui est quand même un projet qui a coûté de l'argent, est déjà payé en vue de les bénéfices pour la société. Le 2 avril, 2 jours après, le message était on va certainement mettre de l'argent pour l'après-centre Covid parce que le projet finit fin juin. En termes d'échantillonnage, on va continuer encore, bien sûr, à compléter certaines choses, mais l'échantillonnage va finir fin juin. Le 9 avril, quand ils voyaient que le nombre de virus dans l'OISE ne diminuait pas, ils ont décidé d'engager 100 traceurs de plus, c'était 50% de plus de traceurs de contact pour être capable de suivre ce qui se passait parce que les éclosions montaient. Et tout ça a été basé sur l'information sur les OISE. Et le 25 avril, quand ça commençait à diminuer, la question se posait, est-ce qu'on va commencer à alléger le confinement? Puis c'est clair qu'on a utilisé les OISE comme argument pour attendre quand même au moins une semaine de plus.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'après la mi-avril, on peut dire que notre protocole était vraiment rodé et vraiment intégré dans l'analyse régionale. Donc, on envoyait chaque jour nos informations d'OEZ. Ça arrivait dans l'équipe de Suisse Capitale Nationale, puis eux, ils évaluaient les données, mettaient ça ensemble avec des données de mobilité et les cas cliniques pour évaluation de l'épidémiologie. Et ça donnait, moi j'ai vu les courriels passer, c'est vraiment, ça arrivait sur le bureau, sur la table autour de M. Arruda. Et donc, pour être capable de prendre la décision ministérielle qui nous est donnée chaque mardi. À Montréal, on a eu moins de succès du point de vue visibilité parce que là, il n'y a pas eu vraiment de troisième vague. Vous voyez en bas les données de cas. Pour à gauche, Montréal, à droite, Laval. Ça reste assez stable, ça bouge un peu, mais c'est vraiment du bruit quand on peut regarder. Maintenant, ça diminue, bien sûr. Et les OEZ donnaient à peu près la même chose. Il n'y avait pas vraiment une vague qui indiquait. Donc, ça correspond de nouveau avec les données, mais c'est clair qu'ici, c'était plutôt confirmé qu'avec l'OEZ, qu'il n'y avait pas de troisième vague qui s'en venait, ce qui a permis quand même Montréal de ne pas aller en zone rouge foncé, comme on a fait à Québec. Et de même chose pour Laval. Dans les plus petites échelles, donc on avait des cas d'études à Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Mauricie, centre du Québec. Il y a quand même eu des problèmes de mettre ça en place. On a des échantillonnages qui étaient plus difficiles. Il fallait vraiment parler avec des villes s'ils étaient capables de nous donner des échantillons. Ça n'a pas toujours marché. On a fait nous-mêmes. Il y a vraiment un manque de ressources locales parce que c'est des stations d'épuration qui sont moins grandes ou vraiment presque inexistantes. Et en plus, il y avait le problème logistique parce qu'il y a quand même un grand territoire à couvrir. Quand vous voyez les distances devant vous, si vous connaissez un peu le Québec, c'est des grandes distances. Et ça a aussi été un défi pour donc définir l'action épidémiologique qui pourrait être prise avec les praticiens. On a fait l'effort, on a utilisé le cas de Québec et on a eu quand même un succès à Saint-Alexandre-Kamouraska, je pense, où les données de OEZ ont été utilisées pour quand même faire des choses dans cette partie du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il faut regarder les échelles pour donc vraiment augmenter la capacité de détection des cas. On a une limite de détection de 1 à 30 cas par 100 000 habitants. C'est ce qu'on a confirmé avec les données qu'on a vues passer déjà. Il y a une augmentation et une diminution rapide quand on est dans des petites régions parce que ça peut arriver qu'il y a une personne qui est là, qui n'est plus là, puis on le voit. Donc, quand il y a peu de cas, en dessous de 5 cas, c'est quand même pas évident de vraiment faire une conclusion claire. Et c'est la même chose pour les cas. Hein. Pour les cas aussi, on hésite quand on est en dessous de 5 cas, on hésite quand même de passer à des conclusions. Il y a vraiment quelque chose à développer encore pour définir comment est-ce qu'on va gérer une pandémie comme qu'on est en train de vivre. Il y a des défis pour l'obtention des échantillons. Ça quand même demande beaucoup de ressources par rapport aux ressources disponibles dans ces endroits. Quand on regarde dans les quartiers des grandes villes, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a des gens, mais c'est souvent pas évident de trouver un point d'accès. On a des manholes, je cherche le mot, les regards qui sont typiquement dans la rue. On ne peut pas bloquer chaque jour la rue pour faire un échantillonnage. Et le réseau d'égout n'est pas vraiment conçu pour circonscrire 100 000 habitants. Donc, on le fait maintenant sur les stations d'opération et ici et là, on a pu entrer plus en détail dans des quartiers. Pour les petites municipalités, ce qu'on fait maintenant, c'est faire des échantillonnages mensuels, excuse. Je pense que ça doit être manuel. Et il y a quand même un manque de ressources pour augmenter la cadence pour les besoins de vigie qu'on souffre là. En fait, c'est que les municipalités font des échantillons mensuels et d'augmenter la cadence, c'est difficile pour les petites municipalités. Oui, c'est ça. Excuse si j'étais mêlé là, avec les mots qui étaient trop près l'un de l'autre. Merci, Dominique. Je vais passer un peu dans ce qu'on a fait avec les données parce que maintenant, on a des équipes, plusieurs laboratoires qui étaient en train de travailler donc à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Rimouski, à McGill, à Polytechnique. Il y a quand même énormément de données qui sont produites. Donc, ça génère des données. Il faut les faire passer quand même dans un data pipeline pour arriver à des présentations ou des analyses ou interpréter les données. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a. On a un mélange de données de qualité de l'eau, de débit, de SRAS, bien sûr, de PMMV, etc. Tout ça se met dans des tables qu'on met, des fichiers Excel qui, heureusement, on a pu travailler ensemble avec l'Agence de santé publique du Canadien
pour faire un standard, un Open Data Model qu'on a pu développer. Ça donne vraiment une base de données relationnelle qui est peut-être plus compliquée à gérer. On a fait donc des tableaux en Excel pour que les gens puissent interpréter et faire des graphiques eux-mêmes. Et après, on a fait des outils qui permettent de faire des dashboards, je sais qu'il y a un mot français, mais je ne me viens pas, ou aussi faire de la modélisation, puis je vais en parler un peu après. Donc, des modélisations qui utilisent les mécanismes derrière ou des modélisations qu'on va utiliser avec des réseaux de neurones du machine learning ML qu'on met là-bas. Dans tous ces aspects, on a quand même mis beaucoup d'attention à valider les données. Partout, on peut faire des erreurs, dans l'échantillonnage, dans le laboratoire, dans l'entrée des données, dans l'analyse des données, dans la visualisation, dans le transfert. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'efforts pour valider les données pour que les données qu'on montre, qu'on utilise dans la modélisation, sont vraiment correctes au maximum. Première chose, c'est la visualisation des données. Vous pouvez facilement trouver le site web où vous pouvez suivre les données de qualité de SRAS dans l'OISE, donc centro.org/COVID, facile à mémoriser. Puis ça donne une carte de tout le Québec avec les différents points. Il y en a plus maintenant que ce qu'on voit ici sur la diapo. Donc avec les différents points d'échantillonnage, les couleurs donnent par semaine si on a beaucoup ou peu de cas. Et on peut aussi montrer, quand on clique sur un des points d'échantillonnage, on peut voir la série temporelle du SRAS divisé par le PMMV pour normaliser et aussi le nombre de cas pour comparer les deux. Je vais vous parler un peu de la modélisation. Qu'on fait, on a deux diapos à vous montrer. Donc d'abord, on fait de la modélisation phénoménologique. Ça veut dire qu'on va essayer d'inclure les mécanismes dans le calcul pour être capable de comprendre pourquoi la concentration de SRAS augmente. Bien sûr, parce qu'il y a la pandémie qui augmente, mais aussi peut-être parce qu'il y a plus d'eau ou moins d'eau qui entre, puis tous les effets qui s'inscrivent. Puis un des éléments clés de notre interprétation, c'est qu'on sait que le SRAS est absorbé sur les particules. Et donc, quand on regarde les particules dans un réseau d'eau usée, on a ici un exemple que j'ai pris de la Belgique, mais ça se passe partout. Vous voyez dans le graphique en haut le débit qui augmente quand il y a des pluies. Donc, 3 grandes pluies qui arrivent. Là, l'autre, c'est le temps sec, plusieurs jours. Puis, ça induit, on peut le faire bien sûr dans le modèle aussi, on peut inclure ces pluies-là. Puis, on peut voir à droite, en bas, que la conductivité d'abord va diminuer quand l'eau de pluie entre dans le réseau d'égout, mais plus important, que les SS, donc les matières en suspension, vont augmenter à cause de la resuspension des particules qui se sont sédimentées pendant les périodes sèches. Toute cette resuspension fait que les particules vont arriver rapidement à la station, puis avec le SRAS qui est connecté. Puis c'est ça qu'on est en train de comprendre, de suivre avec l'expérimentation et la modélisation. Deuxième élément de recherche qu'on fait sur la modélisation, c'est la modélisation par apprentissage automatique, donc les réseaux de neurones qu'on applique. On a plein d'informations maintenant, on a des données de santé publique, les cas actifs, la positivité des choses. On a aussi, bien sûr, récolté plein d'informations sur les OISE, donc le 1,2, c'est le SRAS, le débit qu'on a, le PMMV qu'on a, la concentration de DCO, MES, ammoniac, etc. Toute cette information est disponible. Et ce qu'on veut faire avec cet apprentissage automatique, c'est de prédire ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc, on va regarder 7 jours en amont, à partir d'un moment certain, ce qui va se passer en nombre de cas actifs dans la population desservie par la station d'épuration. Et on fait ça avec des réseaux de neurones artificiels, on fait des modèles avec ça. Puis je vous donne l'exemple qui est maintenant en train de tourner avec notre compagnie qu'on travaille avec, Thales. On voit ici le nombre de cas à Québec, la troisième vague. Puis imaginons qu'on se trouve au moment T. Au moment T, ce qu'on va faire, on va regarder les 2 semaines avant, la ligne rouge. On va mettre les données dans le système. Puis le modèle va apprendre comment prédire les 7 jours qui viennent dans la ligne orange. Puis vous voyez que ça donne quand même une idée de ce qui va se passer. Ça peut être très utile pour la gestion. Le plus important pour moi, c'est ce graphique-ci où on voit la qualité de cette prévision dépendant de l'information qu'on utilise. Si on utilise seulement les cas historiques, on a des erreurs de prévision qui sont bleues, donc sur 2 jours, 3 jours, jusqu'à 7 jours. Quand on ajoute l'information sur le SRAS dans l'OISE qu'on a mesuré, donc on n'a pas seulement l'information sur les cas historiques, mais on ajoute l'information sur le SRAS qui se trouvait dans l'OISE pendant ces 14 jours, on voit qu'on diminue, mais quand on ajoute en plus le débit et les autres concentrations de polluants, on peut encore améliorer le niveau de prévision. Ce qui est quand même un beau résultat. On peut dire qu'on a presque diminué de moitié l'erreur sur la prévision. On n'est pas là encore, c'est clair, mais on avance rapidement avec cette méthodologie.
Je vais laisser la parole à Dominique parce qu'il est beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui touche les variants et les détections par séquençage. En fait, très rapidement, c'est juste pour dire qu'on peut aussi faire du séquençage dans les eaux usées et déterminer la présence de variants. Il faut cependant avoir une bonne concentration, c'est ce qu'on montre à gauche. La concentration, plus on a une concentration en exécutif est grande, c'est-à-dire plus des CT qui sont plus petits, on a une meilleure couverture et on a une meilleure détermination des variants qui sont présents. Mais on peut voir, par exemple, déjà au mois de février, fin du mois de février, on était capable de détecter à Montréal le variant B117, le fameux variant anglais qui est représenté en rouge ici. Alors, pour terminer, on a démontré dans le projet des différentes manières d'échantillonnage et on a vu leur concordance. On a fait une bonne exploration des différentes échelles qui nous permet de donner des recommandations à la santé publique et aux villes pour l'identification des possibilités et des facteurs limitants et éventuellement comment couvrir le territoire d'une manière efficace. Puis, je pense qu'une des choses qu'il faut dire, c'est que c'était la première fois qu'on amenait ces idées-là à la santé publique. Et il y a une certaine formation, sensibilisation des acteurs locaux de santé publique, les équipes de vigie, mais aussi les villes, les municipalités, voir comment tout ce monde-là peut travailler ensemble. Je pense que c'est aussi un succès du projet. Alors, j'aimerais remercier les fonds, le Fonds de recherche du Québec, les fondations Trottier Molson et le Sénat qui ont été les bailleurs de fonds du projet et toutes les municipalités qui ont pris en grande partie charge de l'échantillonnage et évidemment les directions de santé publique qui ont délégué du personnel pour travailler avec nous sur ce projet-là. Voilà, merci.